Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de nutrition des cellules, des tissus avec la glutamine. Vous êtes nombreux à me poser des questions en lien avec la glutamine par rapport à la porosité de l'intestin. Faut-il prendre de la glutamine lorsque l'intestin est poreux? Quelle quantité faut-il prendre? Alors aujourd'hui, je vous propose de tourner la vidéo autrement pour vous répondre en parlant des causes de carence en glutamine. Pourquoi manque-t-on de glutamine? Quelles sont les situations qui nous amènent à manquer de glutamine? C'est important de comprendre cela parce que si prendre de la glutamine sous forme de complément est intéressant pour se soulager, pour soutenir son corps, agir sur les zones qui sont les vraies causes du problème permet de travailler le terrain et donc d'éviter d'entretenir la problématique. Donc je vous donnerai des pistes pour améliorer les choses et nous verrons aussi dans cette vidéo quelques conséquences bien sûr des carences en glutamine. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose quelques petites infos sur mon actualité, principalement sur mes formations professionnalisantes. Mon prochain cycle de formation va débuter dans un petit peu plus d'un mois. Alors si vous êtes intéressé pour devenir accompagnateur de jeunes en 1 an, naturopathe hygiéniste en 2 ans ou conseiller en nutrition en 1 an, vous pouvez nous contacter à l'adresse mail qui est ici et que vous retrouvez sous la vidéo dans la description, et vous pouvez aussi retrouver toutes les informations sur notre site internet par rapport aux tarifs et contactez-nous pour voir un petit peu comment organiser votre plan de financement. Voilà, maintenant que cette information est passée, on va parler de la glutamine. La glutamine, c'est un acide aminé, mais pas n'importe lequel. C'est l'acide aminé le plus abondant de l'organisme. Il revêt donc un rôle particulièrement important pour notre corps. Et les cellules intestinales adorent la glutamine. Elles vont en consommer une grande quantité, tout simplement parce qu'elles l'utilisent comme carburant. C'est un nutriment énergétique qu'elles vont utiliser. Il ne sert pas que pour l'énergie des cellules intestinales, mais il va jouer un grand rôle à ce niveau-là. Ça, c'est le premier rôle majeur de la glutamine pour l'intestin, pour la santé intestinale. Le deuxième rôle important de la glutamine intervient au niveau de ce que l'on appelle les jonctions serrées. Alors les jonctions serrées, ce sont ces liens qui relient les cellules intestinales entre elles. Et nous avons une barrière intestinale avec une seule couche de cellules entre l'environnement extérieur de notre corps et l'environnement intérieur. Et pour que tout cela soit bien étanche, nos cellules intestinales se tiennent la main, sont reliées entre elles par ces jonctions serrées. Et au niveau de ces jonctions serrées, il se trouve qu'il y a beaucoup de glutamine. C'est un des 2 acides aminés les plus présents au niveau des jonctions serrées. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que lorsqu'il y a trop d'agression sur notre intestin, nous allons fragiliser ces jonctions serrées. Et ça, c'est la première cause d'altération de l'intestin, mais aussi la première cause de carence en glutamine. L'agression de la muqueuse intestinale. Quand on agresse la muqueuse intestinale par des polluants, des nitrites, des pesticides par exemple, par de l'alcool, par des produits qui sont irritants, mais aussi par la mauvaise digestion, par des médicaments qui peuvent agresser la muqueuse, on pourrait parler des anti-inflammatoires, toutes ces choses-là vont créer des lésions. Et pour réparer ces lésions, notre corps va devoir réparer avec des matériaux et dans ces matériaux, il y a la glutamine. On comprend bien que plus il y a d'agression, plus il faut faire de réparation. Et par conséquent, c'est la première cause de carence, car à partir du moment où il y a plus d'agression que notre capacité à réparer ces agressions, on va commencer à laisser des lésions qui sont non réparées, en tout cas qui ne seront pas réparées à la vitesse à laquelle elles sont causées. Trop d'agression, carence en glutamine. Carence en glutamine, porosité intestinale. Ensuite, il y a d'autres facteurs de carence en glutamine, d'autres causes. Pour mieux comprendre ça, il faut regarder un peu comment la glutamine se répartit dans notre corps. La glutamine, nous avons des organes qui sont très gourmands en glutamine. C'est le cas du foie, c'est le cas du système immunitaire et c'est le cas des muscles. Lorsque nous sommes dans une situation infectieuse, une maladie aiguë, nous allons avoir le foie qui va mobiliser beaucoup de glutamine et le système immunitaire également.
Alors cette situation pourrait devenir problématique parce qu'il nous faut assez de glutamine pour fonctionner. Et à ce moment-là, notre corps réagit d'une manière fascinante, c'est que nous allons avoir moins faim, voire ne plus avoir faim du tout. Nous allons avoir plus de faiblesse, plus de fatigue et donc moins envie de bouger, moins envie de solliciter nos muscles. Et nous allons encore avoir moins de tolérance au niveau sensoriel. Nous allons être plus facilement agressés par la lumière, par le bruit et par tout ce qui nous entoure. Ce qui fait que grâce à ça, notre corps va orienter la glutamine vers le foie, vers le système immunitaire de manière préférentielle. Il va libérer de la glutamine au niveau des muscles, puisque quand nous sommes en situation infectieuse, généralement nous sommes en situation de catabolisme, donc on utilise nos réserves pour fonctionner, pour survivre. Nous allons mettre notre système nerveux un petit peu au ralenti, c'est pour ça que nous sommes plus agressés par le quotidien. Ça, c'est dû au déplacement de la glutamine dans le corps. Elle est moins disponible pour le système nerveux. Et comme nous sommes moins enclins à manger, nous solliciterons moins d'agression sur la muqueuse intestinale. Mais également, nous solliciterons moins le système immunitaire et moins le foie par rapport aux apports alimentaires. Donc même s'il y a moins d'apports par l'alimentation, notre corps trouve beaucoup plus facilement son équilibre. Notre problème, c'est que lorsque nous sommes malades, notre société nous incite à manger, parce qu'il faut prendre des forces, alors que l'idéal serait de moins manger, voire d'arrêter de manger. Mais notre mode de vie moderne nous incite aussi à aller travailler, et même à s'activer, à bouger, à se déplacer, à se stimuler. Bref, tout ce qu'il faut pour avoir un déficit en glutamine qui s'installe. Ça peut paraître anodin, mais c'est un des facteurs qui peut commencer à créer une fragilité. Heureusement, ces situations ne sont que temporaires, elles durent quelques jours, parfois quelques semaines. Donc ce n'est pas ça qui est la cause majeure. Par contre, ce qui peut découler de cette situation et qui peut être beaucoup plus grave, c'est l'inflammation chronique. L'inflammation chronique, elle va mobiliser le système immunitaire. Elle peut aussi mobiliser plus ou moins le foie. Et à ce moment-là, cette mobilisation permanente du système immunitaire par rapport à ce processus inflammatoire va détourner en permanence de la glutamine pour gérer cette situation inflammatoire. Et ça, c'est beaucoup plus problématique parce que c'est en permanence. Et ce qui est beaucoup plus problématique également, c'est que cette situation fait le lit de la plupart des maladies chroniques. Donc on comprend bien que là, il y a quelque chose qui pose problème, de l'inflammation qui mobilise la glutamine, puis si cette inflammation perdure parce que notre corps n'arrive pas à récupérer, on bascule en inflammation chronique et on continue de détourner la glutamine des zones où elle devrait aller. Et par exemple, l'intestin. L'intestin va devenir poreux plus facilement. Mais ça pourrait être également le foie qui reçoit moins de glutamine. La glutamine va servir à produire du glutathion. Le glutathion, c'est une enzyme très importante pour notre corps, mais le glutathion, c'est aussi un élément qui peut intervenir de manière non enzymatique pour chélater des métaux. Ça peut rendre le foie en capacité plus faible de gérer les toxiques. On pourrait aussi avoir comme conséquence, bien sûr, le côté neurologique. Les problématiques d'hyperstimulation sensorielle, de douleur, d'excitabilité, les troubles par exemple de l'attention, difficultés de concentration, sont autant de choses qui peuvent découler de ce déficit en glutamine, de ce déplacement de glutamine vers certaines zones. Et par exemple, dans les problèmes de l'attention, type TDA, les troubles de l'attention, il y a très souvent des états inflammatoires chroniques qui s'installent. Donc on déplace cette glutamine. Alors vous l'avez compris, cette inflammation chronique est une cause importante de ce déplacement de glutamine et de cette carence dans la durée. Une dernière cause également de déficit en glutamine, c'est la zone musculaire, l'activité physique. Les personnes qui font beaucoup de sport, on leur conseille de prendre de la glutamine en supplémentation. Et c'est vrai que les muscles ont besoin de beaucoup de glutamine pour pouvoir fonctionner. Mais aussi, il faut savoir que quand on fait du sport, particulièrement si le sport est intense, on va créer des lésions au niveau musculaire. Il y a un tissu inflammatoire qui se crée, une zone inflammatoire, on va réparer le tissu lésé.
Tant que le corps arrive à maintenir cet équilibre, à l'image de l'intestin, tout va bien. Le problème, c'est que si on commence à en faire trop, à trop surmener le corps, au niveau musculaire, mais on pourrait dire surmenage global de l'organisme, là encore, on va déplacer cette glutamine de manière excessive. Et au niveau musculaire, on voit qu'une personne en bonne santé, en bon état, peut supporter une activité musculaire intense et récupérer vite, parce que cette personne a une bonne capacité de récupération, a de la glutamine et n'a pas de carence, ou en tout cas peu de carence de déficit dans d'autres nutriments. Alors qu'une personne qui s'affaiblit va avoir une inflammation qui devient plus importante, va mettre plus de temps pour récupérer, donc le déplacement de la glutamine va être plus important vers certaines zones et le déficit pour d'autres zones va durer plus longtemps. Et aussi, ces personnes-là sont souvent plus sujettes aux carences. Alors place aux solutions. Quelles solutions pouvons-nous trouver pour améliorer la situation? Alors, comme je vous l'ai dit, la question qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'il faut prendre de la glutamine lorsqu'il y a une porosité intestinale? Et quelle quantité faut-il prendre? Alors, est-ce qu'il faut en prendre? Ce n'est pas obligatoire. Tout simplement parce qu'il y a plein de causes sur lesquelles on peut agir avant d'envisager de prendre de la glutamine. Maintenant, si vous en prenez, pourquoi pas? Mais quelle quantité? Faut-il en prendre beaucoup? Pas beaucoup? Dans de nombreux produits, vous verrez une quantité de glutamine quotidienne qui sera proposée par jour, ou une posologie en tout cas moyenne, de l'ordre de 2 grammes, 3 grammes, et ça peut monter jusqu'à 5 voire 6 grammes par jour. Alors c'est sûr que si vous prenez une quantité aussi importante, alors que vos apports journaliers par l'alimentation sont de l'ordre d'une dizaine de grammes, on comprend bien que vous allez apporter beaucoup de glutamine en plus. Et heureusement qu'en apportant autant de glutamine en plus, votre corps va normalement trouver un soulagement. Néanmoins, ce qui est important avec le glutamine, c'est de comprendre que si votre foie commence à tirer la langue et a du mal, il est possible que vous ayez du mal à supporter la glutamine. Et on voit pas mal de personnes qui sont affaiblies, qui ont du mal à supporter la glutamine. Donc là encore, il faut tenir compte du terrain. Et la première chose, c'est de voir un petit peu dans quel état on est. Et la deuxième chose, c'est que si on veut tester la glutamine, avant d'en prendre des mégadoses, prenez-en en petite quantité. Prenez-en 300, 400 mg, déjà 500 mg. C'est déjà pas mal. Et on voit comment votre corps réagit avant de prendre 3, 4 ou 6 grammes par jour. Ensuite, pour éviter de prendre des fortes doses de glutamine et en même temps avoir quand même un effet efficace, moi ce que je vous conseille, c'est de ne pas prendre de la glutamine seule, de prendre de la glutamine en synergie avec des éléments qui vont fonctionner avec. Alors là, vous allez me dire, il y a plein de produits qui proposent de la glutamine et des éléments synergiques, des vitamines, des minéraux avec lesquels notre corps va pouvoir exploiter cette glutamine. Parce que bien évidemment, les carences sont monnaie courante. Carence en vitamine D, carence en zinc, carence en magnésium, pour n'en citer que quelques-unes. Alors dans ce sens-là, bien évidemment, on va avoir un côté positif. Mais encore une fois, dans de nombreux produits, l'un des problèmes que je remarque le plus souvent, c'est qu'il y a une glutamine proposée à très forte dose. Donc encore une fois, vous pouvez avoir le côté synergique. Si la forte dose de glutamine, vous ne la supportez pas, ça ne passera pas. Ce qui fait que parfois, il faudra plutôt prendre de la glutamine à petite dose à part et prendre d'autres choses à part également pour avoir ce côté synergique. Ça peut être de prendre de la glutamine d'un côté et de prendre par exemple de l'ortie, qui est un aliment relativement complet au niveau micronutritionnel, pour avoir le côté synergique des deux. Encore une fois, il faut supporter cette glutamine. Alors si vous ne la supportez pas ou que vous voulez agir bien sûr sur le terrain, on va voir les solutions que l'on peut apporter. Parce que vous l'avez compris, ce qui agresse l'intestin régulièrement, encore et encore, va contribuer à l'affaiblir. Parce qu'on va solliciter une réparation permanente, régulière, qui mobilise beaucoup de glutamine. En ayant moins d'agression, nous allons réparer plus facilement l'intestin et petit à petit, nous allons mobiliser surtout moins de glutamine, donc moins de risque de carence. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour réduire les agressions? Faire attention aux médicaments qui peuvent poser problème. Parler des anti-inflammatoires par exemple, c'est un élément problématique.
les médicaments antiacides, sont des produits qui vont altérer le processus digestif et qui derrière vont favoriser les agressions sur l'intestin. Tout ce qui peut être alcool, produits irritants, produits agressifs pour l'intestin, la pollution, les additifs alimentaires, donc on comprend ici qu'il faut essayer de choisir des aliments si possible moins pollués, aller vers des aliments qui sont moins industriels, faire attention aussi aux produits comme le sucre qui est agressif quand même pour les muqueuses. Donc on voit déjà qu'on a un certain nombre de choses qui peuvent améliorer le terrain. Et puis on va voir la digestion à proprement parler. Alors la digestion va jouer un rôle important parce que si on digère mieux, il y aura moins d'agression. Pour mieux digérer, je vous ai déjà parlé de plusieurs choses régulièrement comme la mastication. Le fait de manger dans le calme, ça va aider à ce que la digestion se passe mieux puisque le stress entrave les processus digestifs. On va aussi pouvoir aller vers des mélanges alimentaires plus favorables, des combinaisons alimentaires plus favorables. Alors je vous referai une vidéo spécifiquement là-dessus très prochainement. Mais pour en parler simplement, les combinaisons alimentaires favorables, c'est le fait de choisir les aliments qui vont bien ensemble pour être plus facilement digérés. Par exemple, ce qui est assez connu, c'est le fait d'éviter de mettre des fruits, du sucré d'une manière générale, en fin de repas. Il est préférable de consommer le côté sucré en dehors des repas. Ça peut être en collation par exemple, en milieu de matinée ou d'après-midi. Ça peut être des fruits qui sont consommés 1 heure par exemple ou 3/4 d'heure avant un repas. Et puis ça peut être de faire un repas avec que des fruits par exemple. Ça c'est un exemple de mélange alimentaire qui sera plus favorable pour la digestion. Il y en a d'autres. Mais ce qu'il faut comprendre avec les mélanges alimentaires, c'est que ce n'est pas figé, c'est-à-dire que les grandes lignes que je peux vous proposer, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo, il faut ensuite les affiner, les ajuster, parce qu'il y a des choses qui sont propres à votre état du moment. Et il se peut que vous ayez plus de difficultés à digérer un certain mélange alimentaire, alors qu'il ne fait pas partie des grandes lignes que je peux vous proposer. Donc c'est pour ça qu'il faut systématiquement après affiner, ajuster par rapport à son état du moment. Il y a une chose importante également, c'est votre tolérance alimentaire. Si vous êtes intolérant, que ce soit au lactose, à la caséine, au gluten ou à n'importe quoi, finalement n'importe quel aliment, et que vous consommez cet aliment régulièrement, cela va être générateur d'inflammation. Cela va être générateur de mobilisation immunitaire. Ensuite, il y a un autre facteur qui peut jouer son rôle important, bien évidemment, sur l'agression de l'intestin, c'est le microbiote intestinal. Nous savons que certaines bactéries protègent l'intestin de l'inflammation. Et nous savons que de nombreuses bactéries aussi absorbent des toxiques pour éviter justement qu'ils n'entrent en contact avec la muqueuse. Donc il est évident que quand le microbiote intestinal est plus favorable, nous sommes en meilleure santé. Donc là, je ne vais pas vous dire tout ce qui permet de renforcer le microbiote intestinal parce que j'ai déjà fait des vidéos spécifiquement là-dessus. Je vous renvoie bien sûr sur ces vidéos, mais entretenir le microbiote en lui apportant les nutriments dont il a besoin, c'est très important. Permettre au microbiote d'être équilibré en évitant les mauvaises digestions, ce que je viens de présenter précédemment, c'est également très important. Et enfin, aider notre corps à mieux fonctionner en évitant de trop abuser des antibiotiques, ça peut aussi être important. Alors quand je dis ne pas abuser trop des antibiotiques, on est clair, c'est pas de prendre un traitement antibiotique une fois exceptionnellement qui pose problème. Mais on voit des personnes qui doivent prendre des traitements des fois à répétition sur de très longues périodes et là bien évidemment ça peut causer des soucis. Donc faites attention à ça et surtout quand vous prenez des traitements, soutenez votre microbiote intestinal avec des probiotiques. Tout ce qui sollicite excessivement le système immunitaire, tout ce qui sollicite excessivement le foie doit être réduit. Concrètement, l'alcool, les toxiques d'une manière générale, ça veut dire la pollution en général, tout ce qui va agresser et solliciter excessivement le foie pour neutraliser les toxines, va affaiblir l'organisme parce qu'on va perdre des minéraux, on va perdre des vitamines et on a plus de risques de carence. Quand je dis on va perdre, on va les utiliser excessivement, nos besoins augmentent. Et comme je vous l'ai présenté, pour le glutathion par exemple, le foie utilise beaucoup de glutamine. Donc là encore, s'il y a un travail plus important au niveau hépatique, on va mobiliser plus de glutamine. Si on calme le jeu avec moins de toxines dans l'alimentation, donc meilleure digestion par exemple, mais aussi moins de produits transformés, moins de produits pollués, on va déjà avoir un soulagement.
à ce niveau-là. Et puis le système immunitaire, ça peut être le système immunitaire qui est trop sollicité au niveau de l'intestin. Mais ça peut être aussi le système immunitaire qui est trop sollicité au niveau respiratoire. Donc on peut déjà améliorer ce terrain-là si on réduit l'exposition aux polluants atmosphériques, si on améliore le terrain intestinal, on va réduire considérablement les sollicitations immunitaires. La glutamine sera beaucoup moins utilisée en quantité quotidienne par le système immunitaire. Et puis ensuite, la dernière chose que je vais aborder ici, c'est le surmenage global de l'organisme. Alors le surmenage global de l'organisme, c'est important de comprendre ce que ça veut dire, c'est que cet état inflammatoire chronique s'installe très souvent en raison de la répétition de surcharge. Surcharge liée à l'alimentation, mauvaise digestion, surcharge de stress, manque de sommeil, etc., etc. Et donc en fait, on en demande trop à notre corps. Et nous n'avons pas suffisamment de récupération. Ça touche autant le stress que notre rythme de vie, que l'alimentation. Et si on réduit cette surcharge globalement, qu'on laisse à notre corps plus de repos, tout simplement, plus de temps de récupération, comme quand on est en situation de maladie aiguë, notre corps va pouvoir récupérer un peu plus facilement. Il y aura moins d'agression, moins de sollicitation de cette glutamine. Donc concrètement, des besoins nutritionnels qui vont baisser un petit peu. Et à ce moment-là, rentrer dans une situation d'équilibre entre ce qu'on demande à notre corps et ce qu'il peut supporter devient beaucoup plus facile. Donc vous voyez qu'on peut agir sur pas mal de leviers, il y a pas mal de solutions que nous pouvons mettre en place quand il y a des problèmes liés à la porosité intestinale et au déficit de glutamine. Donc c'est important de comprendre que finalement, apporter des grandes quantités de glutamine sous forme de supplément ne résoudra pas forcément le problème. Supprimer le gluten, par exemple, oui, ce sera intéressant, mais ça ne va pas supprimer forcément le fond du problème. Il faut donc agir de manière assez globale, et en agissant de manière globale, en améliorant la nutrition, en réduisant les agressions, en digérant mieux par exemple, on va pouvoir avoir un levier d'action qui est souvent très conséquent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle va vous servir pour améliorer votre situation par rapport à la glutamine et à votre intestin. Je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!